Bienvenue sur le podcast Comme Julien. En voiture ou à pied, objectif de ce podcast, vous aider dans l'art de communiquer et de convaincre. Je me présente, moi c'est Julien. Voici le sujet que nous allons traiter, PME, comment mieux communiquer au sein de vos équipes de vente et marketing. Mes invités du jour sont Ghislain Couture et Sandy Aubry. Consultez juliencarcali.com/23 pour approfondir ce dont nous allons discuter durant cet épisode. Voici une courte biographie de mes deux invités. Sandy était enceinte de 4 mois quand le propriétaire de son ancienne compagnie a décidé de vendre du jour au lendemain. Elle se lance donc dans l'entrepreneuriat et, avec son premier client, Golden Heart Wisdom, elle démarre ses premières missions en tant que consultante marketing et communication. Depuis, elle est retournée dans le monde corporatif. Elle agit en tant que directrice marketing et travaille avec plusieurs industries différentes avec un grand plaisir. Ghislain, quant à lui, a toujours eu l'entrepreneuriat dans le sang. Depuis 1994, il a créé 3 entreprises dans des domaines divers et variés: vente de coupons, gestion d'événements, team building, et sa 3e qui s'appelle Socio Business, qui aide les travailleurs autonomes et PME à mieux gérer leur budget web et marketing et à mieux cibler leur processus de vente. On nous écoute maintenant. Donc bonjour Sandy, bonjour Ghislain, c'est notre premier podcast et c'est mon premier podcast où j'ai 2 invités simultanément de marque. Donc Sandy Aubry et Ghislain Couture. Comment allez-vous? Super, et toi? Je vais très bien, merci. Très bien Ghislain, bon c'est parfait. On va discuter aujourd'hui de marketing, personnel de vente. On sait que les deux, il n'y a pas toujours de synergie entre les deux départements ou entre les deux personnes qui peuvent discuter entre eux. Et donc, quels sont les défis et pourquoi il n'y a pas de synergie entre ces 2 pôles d'une entreprise? Donc, c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Ma première petite question, c'est toi, Sandy, pourquoi as-tu souhaité participer à mon podcast? Au fait, c'est Ghislain qui m'en a glissé un mot et moi, je suis toujours ouverte à explorer de nouvelles façons de communiquer des messages que je pense sont toujours très, très pertinents et très importants pour les entreprises et ceux qui écoutent. Parfait. Et toi, Ghislain? De mon côté, moi, t'écouter, comme je te dis, on s'en est déjà parlé ensemble. Je trouve que tu as une capacité d'emmener des experts et après ça, toi, de les guider pour que ton audience soit toujours accrochée et actif dans l'écoute du podcast. Et une chose que je trouvais intéressant, ou quand tu m'as invité, j'ai été très intéressé, c'était d'amener le point de vue de l'équipe de vente dans toutes les initiatives des experts marketing ou ce qui est autour, un peu comme David Grégoire là, qui fait du marketing de courriel. J'ai emmené Sandy parce que elle a cette capacité-là de travailler autant en entreprise, puis elle a connu et où elle connaît présentement tous les défis de ce que c'est être travailleur autonome, ce qui était un excellent point de vue pour ton audience aussi. D'accord, parfait. Alors donc on va embrayer justement sur le sujet, puis je vais on va pas mal débattre du sujet puisqu'il y a 2 marketeurs, moi et Sandy, et puis toi, Ghislain, qui a pas mal cette casquette de la vente. Donc on va vraiment discuter de tout ça pendant la prochaine demi-heure ensemble. Et donc selon vous, on va démarrer tout de suite avec cette première question pour lancer un peu le débat. Quel est le principal défi qui existe entre les équipes de marketing d'un côté, puis les équipes de personnel de vente? Et quand on dit équipe, ça peut être seulement parfois, des fois, une personne, hein, quand on est dans une PME par exemple. Donc, selon toi, Sandy, quel est le plus gros défi? On a eu le plaisir, Ghislain et moi, de travailler ensemble, et c'est drôle parce que c'est suite à notre expérience que j'ai vraiment pu voir la grande différence quand une équipe de vente et une équipe de marketing peuvent bien travailler ensemble ou pas. Et on l'a vécu dans le sens que quand Ghislain arrivait, mettons, dans mon bureau, moi j'arrivais dans le C, on discutait, et il n'y avait jamais d'ego. L'ego restait à la porte. Donc, quand j'arrivais ou lui arrivait, puis hey, j'ai telle idée, puis là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Puis je comprenais pas. Mais j'aurais pu être sur la défensive et dire, voyons, donc n'importe quoi, qu'est-ce que tu dis là? Puis, et à l'inverse, ce qui s'est plutôt produit, c'est que les deux, on était
on était comme sur le même bateau, puis on voulait aller à la même place ensemble. Donc, on s'entraidait vraiment à dire, OK, attends, est-ce que j'ai bien compris? C'est ça que tu veux dire? Eh ben oui, ben c'est une bonne idée. Puis, on pourrait bâtir sur ça, comme ça. Donc, c'était vraiment des brainstorming. Si on veut, ça a l'air drôle de parler de ça dans un contexte d'affaires, mais vraiment cœur à cœur. Donc, on n'était pas dans l'ego à essayer de prouver que l'un était meilleur que l'autre. C'était plutôt les deux, on était tellement connectés puis de dire, OK, comment est-ce qu'on peut vraiment faire un succès avec tout ça? Et donc, il n'y avait pas d'enjeu d'ego ou quoi que ce soit. Puis je trouve que ça, c'était un de nos grands succès en tant qu'équipe ensemble. Et je dirais que du coup, pour rajouter quelque chose, je pense que dans notre monde d'aujourd'hui, il est extrêmement important d'avoir de l'empathie. Et c'est un peu ça, quand tu dis mettre l'ego de côté, là, c'est avoir de l'empathie pour la personne qui est en face, puis essayer de comprendre, se mettre dans ses baskets. Je sais pas si c'est exactement un peu ce que tu disais, mais c'est un peu l'impression que j'en ai. Oui, c'est vraiment ça. Puis je me souviens qu'on a même eu un moment donné une conversation, puis ça commençait à derrière. Puis j'étais, attendez 2 secondes, on ramène tout ça. Puis c'est quoi, qu'est-ce qu'on essaie de faire ici? C'est ça, parfait, faisons ça. Laissons, tu sais, souvent on a tendance, avec tant d'années d'expérience, de dire, ben moi je connais ça, puis je connais ça mieux que lui, puis je vais y prouver. Tu sais, tandis que te dire, ben lui, il a des compétences que je ne connais pas, j'en ai. Si on met toutes nos forces ensemble, comment est-ce qu'on peut faire pour créer une équipe du talent, puis créer des idées, des projets qui vont avoir un succès, puis qui vont avoir un effet sur le bottom line. D'accord. Et j'aime beaucoup ce que Sandy vient de dire parce que ça va toucher beaucoup ton audience dans le sens où Sandy était tout seul au marketing. Puis même si moi, j'avais une équipe une force de vente de 5 personnes, j'étais la seule personne qui travaillait avec elle. Donc, on était vraiment juste 2 personnes à essayer d'avoir un objectif qui était d'améliorer les ventes. Puis un des beaux défis, à t'en as parlé, c'était justement, toi, t'en as mentionné de l'empathie. C'est que moi, j'ai une idée en tête de où je veux aller pour atteindre mon objectif. Mais Sandy, elle connaît très bien les concepts de marketing, puis est capable de me dire, Ghislain, oui, tu vas aller là, mais du point de vue marketing, voici ce qui est réalisable, puis voici ce qui est hors de portée en termes de temps ou d'investissement d'argent. C'était fantastique à ce niveau-là, puis c'est des défis, je pense, quotidiens qu'une petite entreprise connaît. Et du coup, quels sont les conseils que vous donneriez justement pour des petites équipes marketing, personnel de vente qui sont en règle générale parfois la même personne, parfois ça peut être juste 2 personnes qui font ça. Et ce serait quoi le conseil numéro 1 qu'il y aurait pour améliorer cette synergie entre ces 2 mondes? Il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Des fois, on parle de faire du team building mais je pense que l'essence de tout ça, c'est vraiment de toujours revenir à c'est quoi notre objectif, puis comment est-ce qu'on peut l'atteindre ensemble. Des fois, ça peut être même d'avoir des objectifs, des bonus communs, parce que si l'objectif est pas atteint, mais que c'est les deux qui sont responsables, tandis que sinon, ça aurait été facile pour moi de dire, ben, quand ça marche pas, ça va tomber sur lui anyway, c'est lui le gars des ventes. Mais à l'inverse, c'était toujours, OK, ben voici la semence de l'idée. Puis maintenant, comment est-ce qu'on peut la faire exploser pour que ça fasse un jardin extraordinaire? Puis aussi, on l'a vécu ensemble, moi et Sandy, mais on l'a vécu aussi séparément de chaque notre côté. C'est pas mes paroles, ça vient d'un blog de HubSpot d'une personne qui est directrice marketing, mais qui est très proche de l'équipe des ventes. Ça dit « Rencontrez-vous régulièrement et amenez les personnes de marketing à vos meetings de vente. » Moi, je me suis fait un point d'honneur d'amener Sandy, pas à tous les meetings de vente, mais au moins une fois par mois, pour que l'équipe de vente, des fois, qui ont un point de vue juste de dire « tu m'aides ou tu m'aides pas dans ce que je veux accomplir », mais qui arrivent à avoir un langage commun pour qu'ils apprécient les efforts des deux côtés. Ça, vraiment, c'est ce qui était important pour réussir à avoir du succès dans ce qu'on voulait faire. Et je pense que du coup, justement, c'est ça, c'est le problème de la discussion et de l'échange qui existe trop peu, malheureusement, entre ces 2 entités, entre ces 2 groupes, ces deux personnes, si ce sont des personnes ou si c'est des départements plus gros. Mais tu as totalement raison, Julien, parce que on parle souvent de la grosse entreprise qui a des départements en silo. Oui. Mais c'est drôle, c'est la même réalité dans des petites entreprises, parce que autant que quand je l'ai fait en consultation, où j'étais seulement la personne observatrice en entreprise, ou ce que j'ai vécu avec Sandy, c'est que la personne de marketing, elle a juste 40 heures, mais elle en travaille 60 quand même. Le gars en vente, il est préoccupé par autre chose que juste le marketing ou les initiatives marketing. Donc, quelque part, ils travaillent souvent en silo eux-mêmes aussi, comme une grande entreprise.
Et souvent, à un moment donné, le temps passe puis il s'oublie. Pourtant, c'est super important de jamais au moins perdre, dire, OK, qu'est-ce qui était accompli entre le lundi et le vendredi et qu'est-ce qui reste à faire la semaine suivante pour atteindre notre objectif à la fin du mois ou à la fin du trimestre. Puis même, je dois rajouter à ça, Justin, il y a tellement de choses qui se perdent dans les détails. J'ai tellement vu souvent des gens, des marketeurs qui disent « Ah oui », puis tu regardes leur produit final et il manque des détails tellement pertinents. Tu sais, un call to action qui est pas là. Ah, mais c'était clair. Oui, c'était peut-être clair dans la tête du marketeur, mais ça s'est pas transmis au niveau du visuel, au niveau du message. Et c'est souvent là qu'on, tu sais, quand on est en équipe, justement, il y en a un qui peut regarder le travail d'autre, hey, il manque tel détail. Tu sais, c'est justement de travailler en équipe ensemble et non un contre l'autre. Donc ça, ce serait des choses vraiment à faire. Parce que j'allais justement dévier sur une autre question qui sont quelles seraient les choses à faire et les choses à ne pas faire. Est-ce que du coup, ça ferait partie de ce genre de choses, c'est de jouer plutôt en équipe plutôt que l'un contre l'autre, comme tu me dis, Sandy? Oui, et puis même on l'a vécu, moi et Ghislain, tu sais, c'est autant un que l'autre. Des fois, on court, puis surtout en marketing, on est toujours à la dernière minute, il y a toujours des deadlines impossibles, puis c'est toujours l'excuse, oui, mais j'ai pas eu le temps. Sauf que de prendre 5 minutes de plus, aller dans le bureau de l'autre, dire, hey, peux-tu leur lire, regarde, voilà d'un œil critique, là, mettons, d'un client, est-ce que j'ai oublié un gros détail? Puis, ce qu'on a vécu, nous, ensemble dans l'entreprise où on était, mais que je pense qu'il se passe à plusieurs places, des fois, tu vas cogner à une porte, puis là, la personne, à chaque fois que tu y vas, est toujours en train de te donner des commentaires négatifs, des ça. Et là, ça a un effet néfaste sur le moral de la personne. Donc, elle a choisi de ne plus y aller. Mais souvent, quand tu y vas plus, ben, c'est là que des détails se perdent. Je voulais rebondir justement, c'est la peur aussi du jugement, du coup. Exactement. Les gens veulent prouver qu'ils sont bons, qu'ils sont intelligents, et qu'ils sont capables. Mais il n'y a rien de pire que de dire, oups, j'ai complètement oublié ça. Merci, une chance que tu l'as vu, ou sinon, ça aurait pu être désastreux. Tu amènes un très bon point, Julien. Hein? Quand la personne de marketing ou est la personne des ventes se sent pas confortable ou se sent pas en confiance dans son poste, on embarque souvent dans une autre game où c'est tenter de prouver qui va faire la meilleure tâche des deux, quand dans le fond, si les deux le font séparément, ils n'arriveront pas à un autre succès. Puis pour répondre à la question initiale, c'est de se faire une checklist. Combien de fois dans le processus de chaque campagne qu'on a fait ensemble, moi et Sandy, ou que j'ai proposé à des clients, c'est de se faire une liste des choses à faire et de les respecter. Pas juste au niveau des échéanciers, mais au niveau des étapes aussi. Parce que sinon, on se retrouve qu'il y a plein de trous. Puis quand on fait le post-mortem, premièrement, c'est le jeu du blâme. Puis je rajouterais aussi que elle se rapporte souvent à la même personne que la mienne, où chacun des deux a un VP. Puis chacun de notre côté, on a des objectifs. Puis on va se faire aussi challenger par ceux à qui on va se rapporter, à savoir si on a fait notre travail ou si on n'a pas été trop dans le travail de l'autre. Donc, beaucoup de collaboration à faire là-dessus. Puis souvent, il y a des courriels qui partent où souvent l'équipe devant, j'étais pas au courant. Donc, je sais que tu en as parlé, Justin, de dire, dans les meetings, de parler, OK, voici ce qui s'en vient, voici sur quoi on travaille, puis même de les inclure. Des fois, eux, ils ont des bonnes idées, puis ils sont souvent mis de côté, ils sont pas impliqués dans les discussions, dans les conversations. Et est-ce que à votre niveau, vous avez quand même travaillé pas mal ensemble, est-ce que vous avez pris des habitudes que vous n'auriez pas si vous n'aviez pas travaillé ensemble? Est-ce qu'il y a des petites astuces, des petites idées que vous avez eues où vous vous êtes dit, bah tiens, ensemble, on pourrait peut-être faire ça, ça améliorerait justement la synergie entre les équipes marketing, l'équipe de personnel de vente? Ben, moi, je peux parler de mon côté. Je pense que ça a vraiment été une question interpersonnelle. Tu sais, c'était rendu quasiment une joke parce que c'était mon mari de travail, puis moi, j'étais son work wife. Mais c'est qu'il prenait l'habitude à tous les matins de me dire bonjour. Puis on se jasait, c'était informel, mais on se jasait, OK, je travaille sur tel projet ou j'ai ça là, qui est sur le radar pour que. C'était de se tenir au courant, autant un que l'autre. Et je pense que la clé, là, c'était de se respecter chacun. Puis de vraiment honorer l'autre personne. Et tu sais, Justin, il est bon en stats, les chiffres, qui est un monde totalement hors de mon de mon expertise. Mais on utilisait ses forces. Lui, il arrivait et il disait, j'aime ça quand je te donne une idée, t'es capable de le prendre puis de donner un twist créatif que j'aurais jamais pensé. Puis c'était le fun parce que les deux, on appréciait les talents de chacun. C'est un bon point qu'elle amène parce que une des choses que j'ai toujours appréciées des gens de marketing, c'était leur créativité. En même temps,
par expérience, autant moi quand je l'ai vécu, mais autant en consultation, les gens créatifs vont pas aller se baser sur des données, du data réel à l'intérieur de leur organisation pour bâtir ce fameux plan créatif-là. Donc, on se complétait beaucoup ensemble où moi, j'apportais les données de ce que, mettons, notre clientèle cible voulait. Puis, ça lui permettait d'avoir une meilleure compréhension pour arriver vers son champ créatif. Parce qu'en vente, on est souvent créatif pour faire des pitchs, mais on n'est pas créatif pour à quoi va ressembler le design, à quoi va ressembler les bons mots à l'intérieur de ce qu'on va faire véhiculer aux clients potentiels. Puis tu vois, je ramène encore à son commentaire initial, qu'est-ce qu'on a appris de l'un et de l'autre. Puis c'est là que tu vois une perception vente-marketing totalement différente. Pour moi, ce que j'appréciais beaucoup de Sandy, c'était le brainstorming. Elle n'était pas capable d'entrer dans mon cerveau, ni moi dans le sien, mais plus qu'on prenait le temps à tu sais, le fameux tableau blanc où il n'y a rien de mauvais, puis tu fais juste dire ce que tu as à dire pour essayer de trouver des idées, bon, on arrivait à trouver quelque chose en commun. Ça, c'était fantastique. Et est-ce que vous utilisez, tu parles de tableau blanc, est-ce que vous utilisez des outils particuliers qui peuvent vous permettre de faciliter un peu votre travail et comment dire, on reparle de synergie, mais de pouvoir mettre ensemble vos pensées, vos réflexions et bâtir petit à petit une stratégie ensemble. Est-ce que vous aviez utilisé du coup des outils pour ça, à part le tableau blanc? Mais je pense que MailChimp a été, en tout cas pour l'organisation pour laquelle on a travaillé, a été très utilisé pour le mass email. Je suis sûr que Sandy pourra t'en donner davantage. On n'avait pas d'outils à l'intérieur des outils Google Drive, mais je sais qu'on aurait pu se les partager facilement, moi et Sandy, pour faire avancer des projets. Sinon, le fameux fichier Excel qu'on faisait évoluer a été très utile. Puis on avait aussi un système interne, là, le Salesforce, qui nous permettait de voir, OK, est-ce qu'on a eu beaucoup de présence pour tel événement? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'achats? Puis ça, c'était toujours la spécialité de Saint, de dire, écoutez, là, nous, on a besoin de rentrer plus de gens dans le port. Parfait, ça, marketing, on peut faire ça. On va les faire rentrer. Mais un coup qu'ils sont rentrés, là, comment est-ce qu'on peut les stimuler pour qu'ils veulent rester, qu'ils veulent acheter? Donc, on partait toujours un peu d'un objectif, si on veut, de dire, OK, c'est là qu'il faut qu'on s'en aille. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Puis qu'est-ce qu'on peut créer pour que ça soit le fun pour tout le monde puis que les gens veulent participer, qu'ils veulent être là puis veulent acheter. Je vais faire évoluer la conversation parce que Ghislain, on a discuté juste avant d'un lien que tu m'avais envoyé, puis je trouvais ça intéressant. Tu m'as envoyé ce lien et je le mettrai dans le lien dans la description du podcast. Donc il s'appelle les 5 faits à propos des tunnels de vente marketing. Et dans ce blog post, ils expliquent en fait que avant le marketing s'occupait beaucoup de tout ce qui était prise de conscience, intérêt du client, et que la vente finalisait tout le reste avec tout ce qui était considération, les intentions du client, l'évaluation. Puis petit à petit, tout ça a changé. Est-ce que tu pourrais rebondir un peu, Ghislain, là-dessus, puis nous en parler? Oui, écoute, c'était un graphique. Je te l'ai envoyé parce que si tu fais ton blog, je pense que ça serait intéressant de l'ajouter. Mais, tu sais, on dit le avant et après, mais malheureusement, encore aujourd'hui, le avant est encore très utilisé où l'équipe de marketing va s'occuper du fameux awareness, la conscientisation du produit et service, générer de l'intérêt qui va amener vers l'appel à l'action. Mais dès qu'il a rempli le formulaire où il y a la considération qui est peut-être prêt à acheter, l'intention, faire l'identification du client puis l'évaluation, on mettait tout ça sur les épaules de l'équipe des ventes. Une des choses qu'on voyait ou qu'on voit encore, c'est que l'équipe des ventes, s'ils ne croient pas aux leads qui ont été envoyés par l'équipe de marketing à travers le CRM, que ce soit Salesforce ou un Zoom ou un autre, les leads étaient peu efficaces, peu traités et avec peu d'intérêt. Ce qui est arrivé ou ce qu'on voit maintenant dans une évolution, puis je le vois surtout dans la PME, qui a moins de moyens que la grande entreprise, mais qui s'adapte plus rapidement. C'est que la portion considération, ça veut dire il a rempli son formulaire pour dire j'ai un intérêt, je vais avoir plus d'informations, soit sur un PDF, un PowerPoint ou une information supplémentaire. L'équipe de marketing va continuer à pousser vers l'intention, va lui donner un appel à l'action plus évolué pour que quand il va être rendu sur presque à l'achat, c'est l'équipe des ventes qui va embarquer.
On en a parlé offline du drip marketing, mais c'est un peu ça. Il y en a qui ne le font pas sous la méthode directe du drip marketing, mais les méthodes sont les mêmes, comme on vient d'expliquer dans le graphique. Je te laisse rebondir, Sandy, si tu as quelque chose à nous dire. Et en écoutant ça, il y a aussi beaucoup un aspect qui évolue de plus en plus. On en parle souvent de Big Brother qui regarde, qui sait tout ce qu'on fait. Mais de plus en plus, on est capable de connaître les habitudes des gens. C'est pas pour rien qu'on embarque, mettons, sur Facebook et que toutes les pubs, je me souviens dans le temps que je me mariais, toutes les pubs, c'était toutes des affaires qui avaient rapport avec le mariage. Donc, on est capable de cibler et de connaître encore plus les intérêts de les clients potentiels, si on veut, et de cibler et de vraiment que le message soit pertinent et tailored. Ghislain, moi donc. Personnalisé. Personnalisé, c'est ça, pour que ça soit pertinent. Puis qu'on ait un engagement où ça devient un échange. Et c'est plus juste essayer de forcer de la vente sur la personne, mais plutôt de dire, OK, voici tes intérêts, voici ce que moi je peux t'offrir, puis voici comment est-ce qu'on pourrait avoir une belle danse ensemble, au lieu de juste être justement vendre. C'est ce que je me dis, parce que c'est vrai que dans le graphique est plutôt intéressant, mais je dirais que même malgré tout, la prise de connaissance du client, de savoir quels sont ses intérêts et tout ça, les considérations, je pense que c'est aussi bien l'affaire du marketing que l'affaire des ventes. Et encore une fois, on en revient au sujet dont on parlait tout à l'heure, de dire il faut qu'il y ait beaucoup plus de discussion entre les ventes et le marketing, parce que c'est l'affaire des uns et des autres, et que si chacun y met un petit peu du sien, et si chacun va soit vers le marketing ou l'inverse, soit vers les ventes, il y aura du coup certainement beaucoup plus de réflexion, et il y a des idées qui vont émerger beaucoup plus facilement que si chacun reste dans son coin. Oui, puis avec l'équipe de marketing, l'équipe ne va pas être sur la route, ne va pas connaître les clients de la même façon que les ventes vont le faire. Puis combien de fois on va entendre une équipe de vente dire mes clients. Ce ne sont pas leurs clients, c'est les clients, mettons, de l'entreprise. Mais ils ont une connaissance, puis souvent, ça, c'est mis de côté. Donc, de pouvoir les amener dans la discussion, puis de connaître un peu plus le client de la perspective du gars de vente, ça fait une différence. Du gars ou de la fille, en tout cas, la personne de vente. Ça peut faire toute la différence pour le marketing. Il va mieux comprendre, saisir c'est quoi la clientèle, puis comment adapter le message pour parler à cette personne-là. Puis je vais rajouter, on parlait de la considération, qui est la troisième étape, que souvent on imputait aux ventes. Mais un client peut considérer un produit ou service, sauf qu'à cette étape-là, il n'a aucune idée combien le produit coûte. Donc, ton produit va m'intéresser à 50 $, mais va-t-il m'intéresser à 500? Ça, c'est une autre manche. C'est là que le marketing, je trouvais ça intéressant, qui est maintenant dans le processus. C'est que la considération, avant qu'on parle de prix, il va ajouter plus de valeur ajoutée dans son contenu vers le client potentiel, puis il va l'aider davantage vers son intention, où il va peut-être pas lui dire que c'est 500 $, mais il va peut-être le mettre dans sa stratégie de contenu, que c'est pas non plus un produit cheap à 50 $. Donc, il va gérer mieux ses attentes, que ça, que quand l'équipe des ventes va arriver, il va être mieux préparé, puis le client va être plus à l'écoute, puis il sera pas surpris par le prix, ou la conversation ne sera plus à propos du produit, mais juste à propos du prix. C'est ça que j'aime de la nouvelle méthode. Et est-ce que vous avez eu des bons coups, des bonnes stratégies, des bonnes choses qui ont bien marché, que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui? Tout à fait. Tu veux-tu y aller, Sandy? Non, je vais te laisser commencer celle-là. Écoute, on a commencé à travailler ensemble, puis dès le jour 6 ou jour 7 de mon arrivée à l'entreprise, on a dû faire en place une campagne où j'ai aucune connaissance encore là de la clientèle, j'ai aucune connaissance de la stratégie, mais au moins Sandy était là, puis elle avait déjà fait 7 ou 8 campagnes à peu près de mémoire, là, tu me corrigeras si je me trompe. Donc, je suis arrivé là, puis on a mis un objectif sur la table, le fameux tableau blanc, et puis en moins d'une semaine, on a conçu une campagne courriel pour inciter les gens à venir à un événement précis dans une journée où généralement notre clientèle ne se déplace pas. Et puis, même si les résultats ont peut-être pas été à la hauteur des attentes de tout ce qu'on aurait voulu, pour le peu de temps qu'on avait à créer cet événement-là, ça a été un succès où
on a quand même généré des profits qu'on n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu cet événement-là. Est-ce qu'on aurait aimé en avoir plus? Ça, c'est certain. Mais je pense qu'il faut regarder qu'en travaillant ensemble, on a fait un événement en moins de 7 jours. Moi, je me souviens, tu avais été donc impressionné. C'était une des premières choses que tu m'as dit. J'en reviens pas qu'on est capable de mettre en place tel événement en si peu de temps. Et je trouve que c'est souvent le problème, justement, quand on revient au début de la conversation, quand on parle des gens qui ont leur ego, qui est très présent et qui veulent donc prouver qu'ils sont bons. Combien de fois est-ce que j'ai vu quelqu'un de vente ou un directeur rentrer dans le bureau du marketing et d'entendre la personne au marketing dire « Ben voyons donc, ça se fait pas, ça se peut pas, non. » Fait que, tu sais, en partant, c'est comme si la porte du marketing est ouverte. Oui, venez, mais assurez-vous d'avoir un mois d'avance puis que, tu sais, ça soit toutes des conditions idéales. Tandis que quand que le bureau du marketing est ouvert puis dit « OK, oui, c'est le département des miracles », ben je trouve que la collaboration est pas mal plus intéressante et on rouvre la porte, dit OK, oui, tu es conscient que ce que tu me demandes, c'est intense, mais voici comment est-ce que je pense qu'on pourrait le faire et que ça pourrait fonctionner. Puis je pense que c'est ça qu'on a réussi à faire ensemble. Puis Sandy, elle amène un bon point où je suis pas arrivé à son bureau, comme elle a dit, où j'ai exigé des choses. J'avais aucune connaissance de l'organisation puis de ses capacités dans son département, de ce qui pouvait être réalisé. Donc, j'ai posé beaucoup de questions sur ce qui était réalisable ou pas. Puis après ça, j'ai lancé une idée. Puis Sandy, avec ses connaissances à l'intérieur de l'organisation, on a juste focusé sur le temps rapide à exécuter les choses. Mais aucun des deux a dû dire à l'autre, mais non, ça va fonctionner comme ça. C'est plutôt, OK, on a 7 jours, mettons nos connaissances à profit, puis faisons évoluer le tout. Oui. Et est-ce que vous avez ce qu'on appelle des KPI, là, des moyens de pouvoir mesurer l'impact de vos résultats? Quand je parle pas spécifiquement du résultat marketing ou vente, mais plutôt de vos résultats à vous deux. Est-ce que vous fixez des objectifs et quels sont-ils? C'est vraiment une bonne question que tu as posée, Julien, parce que une des choses qui n'avait pas été faite à l'intérieur de cette organisation-là, c'était de mettre des mesurables, pas juste pour moi puis Sandy, mais pour que l'exécutif de la compagnie comprenne le temps investi, combien ça a coûté, puis les heures qui ont été mises. Donc, moi, avec mon data et Sandy, avec sa capacité de faire des bonnes présentations, on a mis maintenant en place sur chaque campagne le temps en nombre d'heures investi au niveau du capital humain et le montant d'argent investi dans la campagne, de sorte que les gens, autres que nous deux qui travaillent de proche avec cette campagne-là, pouvaient réaliser à quel point c'était demandant, puis ça demandait énormément d'efforts, parce qu'il y a souvent une perception que parce qu'on l'a fait en 7 jours, ça ne devait pas être compliqué que ça, mais que la réalité est tout autre. Donc, on a mis, pour chaque campagne maintenant, on va l'appeler un bon one-pager, où ça explique clairement la campagne, combien d'heures, combien de temps, qu'est-ce qui a été fait, c'était quoi l'objectif, ça a été quoi les résultats. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Sandy? Bien, je pense que j'ai peut-être interprété ta question différemment. Moi, l'impression que tu m'as donnée, c'est que tu voulais savoir si on avait des KPI comme personnels sur nous au niveau de notre travail. J'ai-tu mal compris? Il y avait les deux, donc c'était clair, donc vas-y. OK. Mais je dirais que, tu sais, à l'âge que je suis rendue, si on veut, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais pas la même que je le suis aujourd'hui, puis je pense que c'est le cas pour tout le monde. Et si j'avais su dans le temps à quel point j'aurais plus de succès à toujours être un oui, je sais que on en parle ça, mais de vraiment être un oui, puis de dire, OK, au lieu de toujours se braquer quand quelqu'un rentre dans nos bureaux puis dire « Oh my God, bon, qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Puis combien que ça va coûter à mon département? » C'était vraiment... J'étais capable j'étais toujours à l'intérieur de mes budgets, mais quand les gens rentraient dans le bureau, c'est comme « OK, oui, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner ton idée? Puis qu'est-ce qu'on peut faire? » Fait que quand vraiment c'est impossible, bien là, on était capable de dire « Écoute, vraiment, là, ce que tu me demandes, ça se fait pas ou je pense pas qu'on va avoir un succès comme que on espérait. » Donc, je pense que de l'évolution au niveau personnel, de dire, OK, maintenant, c'est tout le temps un oui. OK, hey, c'est cool, ça, méchant défi. Comment est-ce que je peux le faire fonctionner maintenant? Puis en passant, Sandy n'est pas si vieille que ça, elle est seulement dans la trentaine. Arrête! J'arrive à 40, là!
Ah, super. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter? Parce que en règle générale, je finis toujours par questions flash, pour lesquelles normalement je pose des questions donc à mes invités. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, marketing et personnel de vente, défis, synergie et autres? Moi, je pense que le dernier message, ce serait vraiment de, de, de connecter avec les gens, puis de permettre aux gens de parler, puis de communiquer leurs idées. De pas juste essayer de toujours imposer les nôtres, mais d'être vraiment ouvert à toute la magie qui est possible. Bon, ben, elle m'a volé mon punch. Sandy. Non, blague à part, je vais revenir, Julien, sur un de tes podcasts avant où tu parlais du fameux H2H, Human to Human. Puis, c'est important de peu importe tout ce qu'on va automatiser dans l'équipe des ventes à travers le CRM ou l'équipe de marketing à travers MailChimp ou autres applications, il faut que l'équipe des ventes et l'équipe de marketing s'impliquent dans le processus. Ça veut dire que lorsque tu reçois le lead, l'équipe des ventes doit répondre et elle doit respecter le processus qui était en place au lieu de dire, ben, je vais laisser faire ce que l'équipe de marketing a à faire, puis je vais recommencer le questionnement avec le client. Même chose pour l'équipe de marketing, c'est-à-dire je vais faire confiance à l'équipe des ventes, puis je vais mettre des points précis dans le processus qui fait que ça va aider l'équipe des ventes. Le H2H est vraiment important, puis on l'oublie souvent quand on est juste en mode automatisation. D'accord. Écoutez, on va passer du coup aux questions flash. D'habitude, mes invités les connaissent à l'avance. Aujourd'hui, vous ne les connaissez pas. Donc, n'hésitez pas à me dire si elles ne vous conviennent pas. Si vous n'avez pas de réponse, c'est pas grave. Mais j'en ai une première et puis je vais commencer avec toi, Ghislain. Quel a été le moment décisif dans ta carrière aujourd'hui? Je te dirais que ça a été en 2011 quand une entreprise a décidé de m'embaucher pour me dire 3 mois plus tard qu'elle ne peut plus m'embaucher parce qu'elle n'a pas les ressources financières pour le faire et puis qu'elle aimerait continuer à m'avoir comme contractuel, ce qui a créé mon entreprise Socio Business qui a été 5 années formidables et puis qui ne serait pas la personne que je suis aujourd'hui puis je serais probablement pas en ce moment en train de faire ce podcast-là avec toi. Superbe. Je t'écoute, Sandy, pour la même question. Quel a été le moment décisif dans ta vie? Alors, je sais que toi aussi, tu as été entrepreneur, mais dans ta vie professionnelle en règle générale. J'ai eu un parcours un peu différent de Ghislain et je dirais que j'ai été dans la grosse performance pour une longue période de ma vie. Et à un moment donné, je pense que j'ai crashé et j'ai passé par toutes les modes, genre je m'en vais prof de yoga et c'était très zen, là, c'était vraiment toute une autre expérience pour revenir finalement à vraiment connecter à l'essence de qui moi je suis et de laisser aller l'ego, la performance pour pouvoir apporter des idées beaucoup plus dans la créativité et dans l'essence de ce qu'on essaie de faire plutôt que dans la performance de dire faut que je produise, faut que je me prouve, faut que tout le monde sache à quel point je suis donc bonne, intelligente et capable. Donc, je pense que ça a été vraiment un shift que j'ai pu avoir suite à des événements, mettons, dans d'autres carrières. Puis là, aujourd'hui, ben, quand je travaille avec les gens, ils ressentent que c'est pas la même expérience parce que c'est vraiment une connexion et je suis là pour écouter et mettre en place des choses qui ont pas nécessairement eu l'expérience de vivre avant, si on veut. J'adore parce que c'est un peu ce qui m'est arrivé aussi beaucoup. C'est ce que je délivrais il y a peu de temps. Il y a des gens qui me posaient la question, mais qu'est-ce que tu aimes dans le podcast? Puis je leur disais, mais moi je me transcende quand je suis dans le podcast. Quand je crée un podcast, quand je diffuse de l'information, quand je discute avec des gens comme vous aujourd'hui, je me sens totalement moi-même. Puis je pense que je rejoins un peu ce que tu dis là. Et je trouve ça extrêmement important parce que quand on sait qu'on est bon là-dedans, puis on sait qu'on apprécie ce qu'on fait, puis on se pose même plus la question de savoir si ça se passe bien ou pas bien. Et c'est là qu'on est le mieux, et c'est là qu'on se sent le mieux, puis à partir de ce moment-là, tout change. Tout ce qui Exactement. se passe. Tout à fait. Super. Merci Sandy. Je vais continuer avec toi. Une deuxième petite question flash. Que fais-tu quand tu te sens débordé? Honnêtement, j'ai plusieurs trucs. Le premier, c'est vraiment, là, ça a l'air nounou, mais je vais fermer les yeux. Je mets ma main sur mon cœur et je prends comme 5 profondes respirations et je respire et je reconnecte à l'essence. Parce que souvent, le mental a tendance à nous faire aller dans toutes les directions possibles puis c'est impossible où est-ce qu'il peut nous apporter. Puis quand on reconnecte à l'essence, bien là, tout d'un coup,
tout se fait rapidement, facilement, avec fluidité et il n'y a plus d'erreur. Tandis que quand je suis dans la grosse pression de performer, c'est là que tout fonctionne plus. Ça serait surtout ça, ou des fois, comme là, aujourd'hui, il fait super beau, j'en ai profité pour m'asseoir dehors et pour pouvoir jaser avec vous. Normalement, j'aurais dit, ben non, je peux pas, il faut que je reste dans mon bureau. Tandis que c'est vraiment de se permettre de vivre puis de suivre nos inspirations parce qu'on en reçoit tellement. Puis quand c'est une inspiration du cœur, tout va bien, puis tout fonctionne. Quand c'est une inspiration qu'on pense, on dit, faut que je fasse ça parce que là, ça va m'apporter plus d'argent. C'est là que tout va pas bien. Ah, j'aime tellement. J'adore. Ghislain, moi, je refile tout à Sandy. Non, c'est pas vrai. Non, blague à part. Il y a deux choses que je fais. Premièrement, je fais une pause. Je reviens toujours au tableau blanc, là, mais il est virtuel. Ça veut dire que je reviens dans ma tête et je me dis, OK, c'était quoi les objectifs que j'avais à accomplir, soit cette semaine, ce mois-ci ou dans le trimestre, pour que je puisse un peu trier comme du recyclage ce qui est important à ce qui devient futile. Puis l'autre aspect, Sandy l'a un peu mentionné, quand j'avais Socio Business, je travaillais 7 jours sur 7, 24/7, 90 heures semaine. Aujourd'hui, quand je travaille en moyenne entreprise, les heures sont plus réglementées, mais c'est de trouver une balance entre les deux. Ça veut dire prendre du temps. Dans mon cas, c'est la famille maintenant, mais ça aurait pu être du sport, ça peut être aller voir un concert, décrocher. Mais vraiment, c'est plus tu arrives à séparer le personnel et le professionnel, plus les deux t'es réénergisé. C'est bien, c'est beau. Merci. Merci à vous deux. Je vais vous laisser conclure tous les deux. Petit mot de la fin. Dites-nous ce que vous avez envie pour conclure cette conversation. Écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça a vraiment été un peu un plaisir de discuter avec vous et discuter de concepts qu'on aime donc et qui est près de nos cœurs. Donc, je pense que ça ressemble à ça pour moi. Parfait. Merci, Sandy. À toi, Ghislain. Écoute, Julien, merci beaucoup de m'avoir mis maintenant dans le temple de la renommée des podcasts. Ça fut vraiment un plaisir. Puis, c'est vrai que j'ai une étiquette vente, mais je suis un passionné de marketing. J'adore être associé de près au marketing. Et si j'avais un message, parce que je l'ai vu souvent, que ce soit moi qui travaille avec eux ou en consultation, c'est que même si les ventes, c'est des gens extravertis avec des têtes fortes, ayez pas peur d'aller les voir. Ayez pas peur d'aller écouter c'est quoi qu'ils font sur une base quotidienne. Parce que votre travail est tellement important et quand l'équipe des ventes le diminue, aucun des deux départements réussit à atteindre la cible qui a été visée par l'exécutif. Donc, consultez, travaillez ensemble, collaborez et n'ayez pas peur de vous mettre le nez chacun des deux côtés. Parfait. Merci à vous deux d'avoir participé à ce podcast. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi. À bientôt. À bientôt. C'est ainsi que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette interview ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner au podcast comme Julien pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com/podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL directe vers ce podcast est juliencarcali.com/23. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.